Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un coin tranquille du Canada, plus précisément à Nanaimo, sur l'île de Vancouver, où, en 2021, un drame familial est venu ébranler la quiétude de cette communauté, pourtant réputée pour sa convivialité et sa proximité avec la nature. Il s'agit de l'histoire d'une famille en apparence sans histoire, dont la vie bascule brutalement lorsqu'un secret de longue date éclate au grand jour. Je vous en dis plus dans quelques instants. Et si mon récit vous intéresse, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, j'en serai très reconnaissante. Dans cette affaire, tout tourne autour de la révélation d'un mystère familial. Deux adolescents, Sophie et Théo, découvrent qu'ils ont été adoptés lorsqu'ils étaient tout petits. Le couple qui les élevait, un homme et une femme de la quarantaine, s'était toujours montré protecteur et attentif à leur bien-être. À première vue, tout laissait croire que ces enfants menaient une vie heureuse, ponctuée des joies d'une adolescence typique. Pourtant, à mesure que l'on s'approche de la date fatidique de 2021, les choses s'assombrissent dans cette maison cossue, située en périphérie de Nanaimo, non loin d'une forêt de grands conifères et d'un rivage où viennent s'arrêter les bateaux de pêche. La famille, que beaucoup autour d'eux croyaient unie, va connaître des tensions de plus en plus vives, jusqu'à l'événement tragique. Le père adoptif, Alan Conway, est retrouvé mort dans le salon, une balle fichée en plein cœur, tandis que la mère adoptive, Marianne Conway, est retrouvée debout, encore tremblante, l'arme à la main. Avant que la police ne parvienne, quelques minutes plus tard, à la placer en état d'arrestation, Marianne clame avoir agi pour protéger ses enfants. Mais est-ce bien la vérité? Qu'en est-il de cette sombre affaire d'adoption secrète et de tractation énigmatique avec le père biologique? L'histoire se révèle peu à peu plus complexe à chaque indice, chaque témoignage, chaque document judiciaire. Les événements dramatiques qui ont conduit à la mort d'Alan, puis au procès de Marianne, sont intimement liés à l'histoire de Sophie et Théo, respectivement 16 et 14 ans au moment des faits. Depuis tout petits, ils se croyaient les enfants biologiques de ce couple aimant. Sophie, la plus âgée, est une adolescente plutôt réfléchie, passionnée de lecture et avide de réponses lorsqu'un mystère se dresse devant elle. Son frère, Théo, plus spontané et jovial en apparence, est pourtant moins résistant à la pression. Il cherche souvent la légèreté dans ses relations amicales et évite les conflits lorsqu'il le peut. Mais la découverte de certaines incohérences sur leur état civil l'a poussé à se joindre à l'enquête discrète que sa grande sœur a menée sur leurs origines. Il faut dire que la jeune fille, en fouillant un après-midi dans un carton rempli de vieux papiers, avait mis la main sur des documents surprenants, des certificats de naissance qui semblaient contredire leur date et lieu de venue au monde, ainsi qu'un acte d'adoption exhumé d'une enveloppe jaunie. Cette révélation a semé un trouble profond chez Sophie, la poussant à mener de plus amples recherches sur Internet et à questionner directement ses parents adoptifs. Elle s'attendait à voir ses parents nier, du moins à ce qu'ils lui expliquent que c'était un simple malentendu administratif. Au lieu de cela, elle s'est heurtée à un mutisme absolu de la part d'Alan, tandis que Marianne semblait terriblement mal à l'aise, comme si elle craignait que ce mensonge ancien ne ruine l'édifice familial. Alan Conway, le père, était un homme d'allure stricte, toujours droit, la silhouette allongée, les cheveux coupés courts et un visage qui laissait peu transparaître ses émotions. De nombreuses personnes le considéraient comme un pilier sérieux, efficace au travail, peu expressif, mais apparemment bienveillant lorsqu'il s'agissait de ses enfants. Occupant le poste de gestionnaire dans un hôtel du centre-ville de Nanaimo, il avait pour habitude de se rendre à Vancouver pour quelques formations professionnelles ou séminaires liés à ses responsabilités. Son épouse, Marianne, était tout son opposé. Petite, menue, avec des cheveux clairs attachés en un chignon serré lorsqu'elle était à la bibliothèque municipale, où elle travaillait et offrait toujours un sourire de bienvenue aux gens. Elle avait la réputation d'être calme,
d'une douceur proverbiale et veillant au confort de ses 2 enfants comme une mère attentionnée. Nul, une surface, n'aurait soupçonné la tempête qui couvait sous leur toit. Quelques semaines avant le crime, certains proches ont pourtant noté un léger changement d'attitude chez Alan. Des absences plus fréquentes, des mensonges maladroits, l'impression qu'il cachait des éléments de sa vie privée. Marianne, de son côté, avait l'air plus inquiète. Elle ne répondait plus aux questions de sa fille concernant l'étrange dossier d'adoption et évitait même de la regarder dans les yeux, comme si la culpabilité la dévorait de l'intérieur. Au fil de l'été 2021, Sophie et Théo ont multiplié les discussions en secret. Ils cherchaient à déterminer pourquoi on leur avait menti sur leurs origines et surtout, dans quel but. Le sujet a fini par glisser, insensiblement, dans plusieurs échanges avec leur mère. À chaque fois, Marianne pâlissait et fermait la conversation, prétextant un manque de temps ou un état de fatigue. De son côté, Alan se montrait encore plus secret. Il partait tôt, le matin, pour soi-disant rencontrer des partenaires commerciaux, ne rentrait parfois que tard dans la nuit, l'air contrarié. Les enfants avaient la sensation qu'il se tramait quelque chose de grave. Sans se concerter avec sa mère, Sophie décida de mener des recherches via des groupes en ligne dédiés à la généalogie et aux adoptions canadiennes. À force de persévérance, elle mit la main sur un nom qui ressemblait à celui figurant sur l'acte d'adoption. Ce nom renvoyait à un homme vivant, non loin d'Edmonton. Ne sachant pas comment aborder le sujet, elle garda toutefois ces informations pour elle, craignant que ses parents, ou du moins celui qu'elle pensait être son père, ne la privent d'Internet s'il la surprenait. Théo, plus anxieux, la pressait de révéler ce qu'elle découvrait, mais Sophie préférait attendre d'avoir des preuves tangibles. L'enchaînement exact des événements la nuit du drame a été reconstitué grâce aux témoignages de Sophie et Théo, ainsi qu'à ceux d'un voisin vigilant. Celui-ci se trouvait au moment des faits, en train de regarder la télévision dans son propre salon, lorsque des cris l'ont alerté. Il a affirmé avoir entendu un claquement fort, suivi d'un bruit sourd. Pris de panique, il a aussitôt appelé la police, qui est arrivée sur les lieux en moins de 10 minutes. Quand les policiers ont pénétré dans la maison des Conway, ils ont trouvé Alan étendu au pied du canapé, immobile, une blessure par balle au niveau du thorax. Marianne, tout près, tenait encore l'arme d'une main tremblante. Elle semblait sous le choc, ses yeux rougis par les larmes, répétant sans cesse qu'elle ne voulait pas que ça se finisse comme ça. Sophie et Théo, qui s'étaient précipités dans l'escalier en entendant le coup de feu, se sont immobilisés, pétrifiés par la scène. Le salon présentait des traces de lutte, mais pas de grande ampleur. Un vase brisé sur la table basse, un tapis déplacé et quelques feuilles de documents éparpillées sur le plancher. Selon l'examen de la scène de crime, tout laisse supposer qu'une dispute violente s'était engagée juste avant la détonation. L'arrestation de Marianne fut immédiate et les services d'urgence constatèrent le décès d'Alan sur place. Les premières constatations balistiques et médico-légales devaient éclaircir la distance de tir, la position de l'arme et surtout le scénario menant à cette issue fatale. Les enquêteurs principaux, envoyés depuis le service des homicides de la police locale, étaient 2 officiers de grande réputation. L'un était un inspecteur méticuleux, spécialiste de la reconstitution de scènes de crime. L'autre, plus expérimenté, avait déjà élucidé plusieurs meurtres familiaux et savait déceler les non-dits dans les témoignages. Ensemble, ils ont pris en charge la collecte d'indices. Ils ont immédiatement isolé la zone autour du canapé, pris des photographies détaillées, analysé les résidus de poudre sur les mains de Marianne et examiné la trajectoire de la balle dans le corps d'Alan. Ils ont également fouillé la maison en quête d'éléments tangibles, mettant rapidement la main sur des dossiers au sujet de Sophie et Théo, et notamment un document faisant référence à leur adoption. Les enquêteurs ont noté que ce papier semblait avoir été arraché à un ensemble plus vaste, peut-être un dossier confidentiel, et ils ont retrouvé d'autres fragments éparpillés dans les escaliers. Très vite, l'adoption secrète des 2 adolescents est devenue un point central de l'enquête. Les interrogatoires qui ont suivi
n'ont fait que multiplier les mystères. Sophie et Théo, interrogés séparément, ont donné des récits concordants. Ils expliquaient avoir découvert de manière récente qu'ils n'étaient pas les enfants biologiques de Marianne et d'Alan, et qu'ils soupçonnaient leur père adoptif de leur cacher quelque chose au sujet de leurs origines. Ils ne croyaient pas leur mère capable d'un geste irréparable, mais reconnaissaient qu'elle était extrêmement tendue. Ils se souvenaient également de l'attitude étrange d'Alan lors des dernières semaines. Le voisin, de son côté, avait aperçu Alan rentrer tard plusieurs nuits de suite, la démarche nerveuse, comme si quelque chose le rongeait. Une collègue de Marianne à la bibliothèque municipale raconta avoir vu celle-ci en pleurs, dans la réserve 2 jours avant le drame, évoquant un sentiment de trahison et de peur. Personne n'était en mesure de dire précisément ce que craignait Marianne, ni pourquoi Alan disparaissait ainsi. Certains indices, toutefois, commençaient à faire surface. Selon les relevés téléphoniques, Alan échangeait des messages fréquents avec un numéro enregistré au nom d'un inconnu domicilié dans la province d'Alberta. Les enquêteurs se doutaient qu'il pouvait s'agir du père biologique, qu'Alan aurait tenté de joindre dans le dos de Marianne. Pendant que la police s'acharnait à rassembler les preuves techniques, les laboratoires médico-légaux s'employaient à analyser l'arme du crime. Il s'agissait d'un pistolet de calibre léger, sur lequel les enquêteurs remarquèrent un numéro de série partiellement limé. Les services spécialisés parvinrent tout de même à retracer une partie de l'historique de cette arme, qui semblait, d'après les premières investigations, n'avoir aucun lien avec Alan ou Marianne. Les enquêteurs s'interrogeaient alors. Comment Marianne avait-elle pu acquérir ce pistolet? Avait-elle l'intention de s'en servir depuis longtemps? Avait-elle été poussée par la terreur ou s'agissait-il d'un acte planifié? Et surtout, pourquoi cette arme se trouvait-elle dans la maison, alors que le couple Conway n'était pas réputé pour posséder d'armes à feu? Les hypothèses fusaient. Les journaux locaux s'enflammaient, dressant le portrait d'une femme brisée et fragile ou, à l'inverse, d'une calculatrice redoutable. L'inspecteur principal a mené une série d'entretiens avec Marianne au commissariat. Celle-ci pleurait souvent et affirmait ne se souvenir que des grandes lignes. Ce soir-là, elle aurait surpris Alan en train de manipuler des documents relatifs à l'adoption de leurs 2 enfants. Une discussion houleuse aurait éclaté. Alan était en colère d'apprendre que Sophie fouillait sur Internet pour retrouver son géniteur. Il craignait que la révélation de la véritable identité du père biologique ne crée un scandale, surtout si l'adoption n'avait pas été menée de façon totalement légale. Marianne soutenait de son côté que son mari s'était montré violent en découvrant qu'elle essayait d'en savoir plus, qu'elle voulait répondre aux questionnements de ses enfants. Elle déclara même qu'Alan l'avait menacée, ajoutant qu'il était prêt à tout pour éviter de perdre la face, sa réputation et son autorité sur les adolescents. Selon elle, c'est alors qu'il aurait attrapé un objet contondant sur la table pour la frapper. Mais elle ne pouvait préciser de quel objet il s'agissait. Terrorisée, Marianne aurait saisi le pistolet qu'elle avait trouvé quelques jours auparavant, rangé dans un vieux sac, pensant au départ ne faire que l'intimider pour qu'il se calme. La suite, dit-elle, était floue. Tout était allé très vite. Elle aurait appuyé sur la détente sans même s'en rendre compte. Cette version des faits avait de quoi susciter le doute, car l'analyse de la scène ne révélait pas de traces de coups portés à Marianne. Les médecins légistes n'ont pas relevé de blessures récentes pouvant confirmer une agression physique directe contre elle. Du point de vue de la défense de Marianne, le manque de marques de violence ne prouvait pas, pour autant, l'absence de menace. Un geste, un regard ou un élan de colère peut suffire à faire paniquer une personne déjà sous tension. Les enquêteurs, toutefois, n'étaient pas totalement convaincus par ce récit. Ils voulaient mieux comprendre la véritable origine de l'arme, le contenu des documents dispersés et les liens éventuels entre Alan et le mystérieux numéro albertain. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, un élément troublant fit surface. Plusieurs retraits d'argent avaient été effectués par Alan depuis le compte commun, à des dates rapprochées,
toujours autour de certaines heures tardives. On n'en trouvait aucune justification dans la comptabilité de la famille. Était-ce une tentative de chantage qu'Alan avait mise en place contre le père biologique de Théo et Sophie? Ou bien était-ce un paiement visant à acheter le silence de quelqu'un qui connaissait la vérité sur l'adoption? Divers témoins ont mentionné qu'Alan n'était pas un homme dépensier et qu'il conservait toujours des traces précises de ses dépenses. Voilà qui renforçait la piste selon laquelle il cherchait à conclure un accord secret. Les enfants, eux, se trouvaient dans une situation difficile. Placés provisoirement sous la responsabilité de travailleurs sociaux, ils passaient leur journée à revivre mentalement les ultimes instants, tandis que la police les rappelait régulièrement pour des précisions. Théo culpabilisait de ne pas avoir alerté plus tôt d'autres adultes au sujet de l'atmosphère étouffante qui régnait à la maison. Sophie, de son côté, tentait de conserver son sang-froid, n'hésitant pas à répondre en détail aux questions des enquêteurs. Elle leur confia avoir intercepté, la veille du drame, une conversation téléphonique entre son père et un homme inconnu. Alan hurlait presque dans le combiné, répétant que tout était sur le point d'exploser, que l'arrangement devait être finalisé immédiatement. Sophie n'avait pas pu distinguer le contenu exact du marché, mais elle avait perçu le nom « biologique » à plusieurs reprises, ce qui l'avait convaincue que son père adoptif était mêlé à une affaire louche avec son géniteur. Selon elle, Marianne avait eu vent de ces échanges, en tombant par hasard sur un SMS, et s'était sentie trahie. Cette trahison, conjuguée au mal-être provoqué par le secret dévoilé, aurait pu agir comme un détonateur fatal. Après plusieurs semaines d'enquête, un dossier solide commençait à se constituer. Les enquêteurs présentèrent au parquet un ensemble de pièces à conviction, y compris des relevés téléphoniques, des traces de transactions douteuses et enfin des éléments sur la provenance de l'arme. Ces preuves laissaient suggérer qu'Alan et le père biologique de Sophie et Théo étaient entrés en contact. Les faits indiquèrent la volonté d'Alan de négocier quelque chose lié à l'adoption, peut-être dans le but d'exiger une compensation financière, ou de menacer de tout révéler si ces conditions n'étaient pas respectées. La question demeurait, pourquoi Marianne avait-elle fini par tirer? Était-ce pour protéger ses enfants de la vengeance d'Alan? Par peur que ce dernier, acculé, devienne réellement dangereux? Ou bien s'agissait-il d'un règlement de compte personnel qui lui permettait de garder le contrôle de la situation? Finalement, un nouveau rebondissement se produisit lorsque l'équipe médico-légale déterra un indice majeur. De fines traces d'ADN sur la crosse de l'arme correspondaient à un profil inconnu, sans doute celui d'un tiers qui l'avait manipulé avant Marianne. Or, ces traces ne correspondaient ni à Alan ni à Marianne. Tout portait à croire que ce tiers était le fameux père biologique. L'hypothèse prit alors corps. L'arme appartenait à cet homme et elle se serait retrouvée entre les mains de Marianne, d'une manière encore non élucidée. S'il l'avait remise à Marianne en secret, pour une raison quelconque, peut-être cette dernière s'en était-elle servie au moment fatidique. Tout ceci renforçait l'idée d'un complot plus large, où plusieurs protagonistes se trouvaient impliqués. Mais malgré les tentatives acharnées de la police, on ne trouva aucune trace de cet individu dans la région. S'il s'était rendu à Nanaimo, il était reparti bien avant le drame, sans laisser derrière lui le moindre indice permettant de l'identifier officiellement. Lorsque le procès s'ouvrit, la tension était palpable dans la salle d'audience du tribunal local. Les médias, attirés par cette histoire au relent de scandale, avaient tôt fait de la qualifier de « drame familial sur fond de secret ». Le procureur insista sur la préméditation possible de Marianne, expliquant que celle-ci avait eu le temps de réfléchir à son geste en découvrant les tractations d'Alan. Elle aurait délibérément choisi de régler le problème en se saisissant de l'arme. Il souligna que rien, dans les multiples documents de l'autopsie et de l'analyse de la scène de crime, ne corroborait la thèse d'une violente agression physique d'Alan contre sa femme. Il se focalisa également sur le fait que Marianne ne portait pas de marque de coup et que ses déclarations restaient vagues, ne décrivant pas clairement le moment où Alan aurait tenté de la frapper.
L'avocat de Marianne, pour sa part, bâtit une défense fondée sur le climat de peur psychologique dans lequel sa cliente se trouvait. Il rappela que la violence conjugale ne se limite pas toujours à des coups et des contusions, et qu'Alan, conscient de détenir un pouvoir sur Marianne grâce au secret de l'adoption, l'aurait poussée à bout. D'après la défense, elle avait agi dans un état de légitime défense, craignant sincèrement pour sa vie et celle de ses enfants. On fit venir à la barre plusieurs personnes témoignant de la détresse de Marianne, notamment sa collègue de la bibliothèque, qui décrivit la scène où elle l'avait découverte en pleurs. Un psychologue mandaté expliqua qu'un état de stress post-traumatique latent pouvait surgir dans les moments de crise, amoindrissant la capacité d'une personne à se contrôler ou à évaluer le danger de façon rationnelle. Il insista sur le fait que Marianne se sentait prise au piège par le comportement d'Alan, incapable de lui tenir tête autrement que par un geste désespéré. Les débats furent âpres, ponctués de moments d'émotion, quand Sophie et Théo furent appelés à la barre. Les adolescents, mal à l'aise face au public, confirmèrent que leur mère n'avait jamais fait preuve d'agressivité. Ils se souvenaient plutôt de son dévouement inconditionnel et de son soutien au quotidien. Théo sanglotait en essayant de raconter comment son père avait changé subitement, passant de la bienveillance à une froideur menaçante. Sophie, plus posée, rapporta les bribes de conversation téléphonique, rappelant l'imminence d'un scandale que son père souhaitait étouffer. Toutefois, aucun de ces témoignages ne prouvait noir sur blanc qu'Alan avait cherché à porter la main sur Marianne au moment même de la dispute. Le tribunal s'attacha donc à mesurer la part de culpabilité qui incombait à Marianne, comparant les versions, pesant les preuves et tenant compte de l'influence psychologique potentielle. Au terme du procès, la Cour reconnut Marianne coupable d'homicide volontaire. Le juge expliqua que l'on ne pouvait ignorer l'intention de tirer. Pour que l'arme fonctionne, Marianne avait forcément fait pression sur la détente et la trajectoire du projectile indiquait un tir quasi frontal, à une distance relativement proche. Les jurés, toutefois, tinrent compte du contexte émotionnel et de la possible menace brandie par Alan, jugeant qu'il s'agissait peut-être d'un acte commis sous une impulsion défensive, plutôt que d'un meurtre prémédité et planifié de longue date. La sentence fut donc moins lourde que dans d'autres cas de meurtre délibéré. Marianne écopa de plusieurs années de prison, assortie d'une possibilité de libération conditionnelle, anticipée si elle se soumettait à un suivi psychologique. De leur côté, Sophie et Théo furent confiés au service de protection de l'enfance. Plusieurs voix s'élevèrent pour s'indigner de cette issue, estimant que le véritable protagoniste de cette affaire restait introuvable, le père biologique. Si l'on en croyait les indices, il avait fourni l'arme ou contribué à la tension grandissante en négociant avec Alan. Pourtant, la procédure ne livra pas de suite sur ce point. Le mystérieux individu ne se manifesta jamais, certainement trop inquiet à l'idée de voir ressurgir son propre passé et le scandale qui en découlerait. La loi ne put que classer cette partie du dossier, en l'absence d'éléments pour aller plus loin. La suite de l'histoire bouleversa profondément la communauté de Nanaimo. Les gens, qui avaient vu grandir Sophie et Théo, se sentirent désemparés par l'ampleur de la tragédie. Certaines associations locales organisèrent des collectes de fonds et des groupes de soutien pour aider les adolescents à traverser cette épreuve, tandis que la maison des Conway fut rapidement vendue, fermant ainsi la porte à tout un chapitre de secrets enfouis. Sophie, farouche et lucide malgré son chagrin, exprima un profond sentiment d'ambivalence. Elle avait appris la vérité sur ses origines, mais ce savoir lui avait coûté son père adoptif. Théo, plus fragile, sombra dans une phase de repli, trouvant difficilement la force de parler de ce qui s'était produit. Les services sociaux entamèrent une procédure pour tenter de localiser d'éventuels autres membres de la famille adoptive ou, dans l'idéal, un parent biologique digne de confiance. Aucune solution pérenne ne fut trouvée immédiatement. Les adolescents entrèrent dans un programme d'accompagnement spécialisé, destiné à leur offrir un cadre stable, au moins jusqu'à leur majorité. L'histoire de cette affaire se murmure encore à Nanaimo,
notamment parmi ceux qui fréquentent le petit port de pêche ou accostent quotidiennement les bateaux chargés de fruits de mer et de poissons locaux. Chaque fois qu'un nouveau visiteur s'intéresse à la tranquillité de la région, il ne manque pas de tomber sur une allusion à cette tragédie. Les conversations vont bon train dans le café du coin ou à la sortie de la bibliothèque municipale, là même où Marianne avait l'habitude de classer des romans policiers. Certains habitants partagent un sentiment de compassion pour cette femme qu'ils jugent victime d'une manipulation venant à la fois de son mari et du père biologique des enfants. D'autres, au contraire, restent persuadés qu'elle a commis l'irréparable et détruit le tissu familial pour éviter de perdre la face et considèrent qu'un meurtre reste un meurtre, même dans des circonstances troubles. Sans doute la vérité, comme souvent, se trouve-t-elle quelque part entre les deux positions. Pour ce qui est de l'après-procès, les conséquences se firent ressentir longtemps. Marianne, détenue dans un établissement pénitentiaire, commença une thérapie. Les psys qui la reçurent racontèrent un tourment ancré dans la peur d'être abandonnée, la peur de voir ses enfants lui être ôtés si le scandale de l'adoption venait à prendre des proportions incontrôlables. Ces lettres, surveillées par les autorités, révélaient son remords et son incompréhension face au chemin qui l'avait menée à appuyer sur la détente. Son avocat a sollicité, à plusieurs reprises, une révision de la peine, avançant que de nouveaux éléments, notamment des échanges de messages contenant des menaces explicites d'Alan, pouvaient éclairer différemment l'affaire. Cependant, rien n'a permis pour l'instant de modifier le verdict initial. Les services sociaux continuent de suivre l'évolution de Sophie et Théo. Il est probable qu'ils tentent un jour, chacun à sa façon, de retrouver leur père biologique et d'obtenir enfin des réponses sur la façon dont ils ont été adoptés, ou même de mieux saisir les circonstances ayant poussé Alan et Marianne à garder le secret si longtemps. La blessure morale qu'ils portent en eux semble immense. Les travailleurs sociaux s'entendent toutefois pour dire qu'ils disposent de ressources psychologiques et de capacités de résilience encourageantes, même si le chemin sera long pour se reconstruire. Le sentiment amer qui perdure dans cette sombre affaire est l'idée qu'un mensonge initial, probablement né d'un désir de bien faire ou d'éviter des scandales, a fini par se transformer en un piège mortel. Le passé, étouffé trop longtemps, a ressurgi avec une violence tragique, emportant la vie d'un homme et laissant derrière lui une famille brisée. Pour ma part, lorsque je repense à cette affaire, je ressens encore le poids de tous ces indices qui s'accumulent et ne livrent qu'une partie de leur signification. J'ai le sentiment qu'il y a tant de non-dits, de zones d'ombre, de détails qui n'ont jamais été élucidés. Je garde l'espoir que, grâce à la justice et au travail des enquêteurs, la vérité a été révélée autant que possible et que la peine infligée à Marianne reflète les circonstances atténuantes d'une situation extrême. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette histoire. J'espère de tout cœur que mon récit vous a permis de mieux saisir la complexité de ce drame et qu'il vous incitera à la prudence quant aux secrets que l'on croit pouvoir taire indéfiniment. Je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je suis très touchée par votre soutien. Si vous souhaitez découvrir d'autres faits divers et d'autres enquêtes, je vous invite à explorer mes précédentes vidéos et à rester à l'affût des prochains récits que je mettrai en ligne. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.